Du journal. Journée mondiale de la liberté de la presse. Les hommes de médias se sont donné rendez-vous ce 3 mai à la Haute Autorité de la Communication. Ils ont pour l'occasion lancé une invite au gouvernement de la transition pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les réformes engagées dans le domaine de l'éducation depuis l'avènement du CNRD au pouvoir ne passent plus inaperçues. Les ministres de l'éducation centrafricaine et malienne séjournent en ce moment à Conakry pour s'inspirer du modèle guinéen. Alliance politique africaine au Togo, la Guinée y prend part et ses représentants mettent en avant l'ambition du CNRD quant à la refondation enclenchée. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'humanité célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse en Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé cet événement annuel organisé par la Haute Autorité de la Communication. La rencontre a permis aux hommes de médias de solliciter l'appui du gouvernement de la transition pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est un reportage de Mamadou Saléouba. C'est dans cette salle historique du palais du 25 août que les journalistes, les commissaires de la Haute Autorité de la Communication et certains membres du gouvernement, avec à la tête le Premier ministre, se sont retrouvés pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Un moment pour revisiter les conditions d'exercice de la profession de journaliste en Guinée. La loi N002 relative à la liberté de la presse a certes le mérite de dépénaliser partiellement les délits de presse en Guinée dans sa dimension privation de liberté. Nous sollicitons une amélioration de la promotion de la presse et la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier. De nos jours, les journalistes sont encore battus ou maltraités en plein exercice de leur travail. L'impunité des exactions et parfois des crimes commis contre les journalistes demeure une menace qui entrave la liberté de la presse et d'expression, qui constitue pourtant l'un des fondements d'un État de droit et démocratique. Je voudrais ici inviter les confrères que nous devons jamais perdre de vue que le public a droit à une information de qualité, complète, libre, indépendante. Et ce droit doit être le guide du journaliste dans l'exercice de sa profession. Respecter l'éthique et la déontologie dans le traitement des sujets, surtout ceux politiques. Parce que malheureusement, dans notre pays, 90% des sujets sont liés à la politique. Donc nous, journalistes, nous devons penser à calmer le jeu. Les choses qui sortent de nos bouches sont des paroles d'évangile pour certaines personnes. Tour à tour, les responsables d'associations professionnelles se sont relayés pour évoquer le rôle important de la presse dans une démocratie, mais aussi la nécessité de consolider la liberté de la presse en Guinée. Je voudrais témoigner qu'à la date du 3 mai 2023, aucun journaliste n'est en prison. Et on peut donc se réjouir, contrairement à certains pays qui sont souvent cités comme des modèles de démocratie. Je voudrais également me réjouir du fait que les journalistes, quand on juge par le ton emprunté, on en conclut que la presse est libre en République de Guinée. Il est vrai que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, parfois sont victimes de violences, ce que la Haute Autorité de la Communication regrette et condamne. Et je voudrais donc saisir cette occasion du 3 mai pour interpeller les autorités afin qu'elles veillent sur l'exercice de la liberté de la presse. Et je voudrais saluer déjà les efforts que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a déployé en dotant par exemple la presse d'une maison de la presse à Conakry et des maisons dans les régions administratives et ensuite par le fait que la liberté de la presse s'exerce pleinement dans notre pays. Parlant des difficultés liées au libre exercice de notre métier, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée recommande de permettre aux médias sans distinction d'avoir accès à l'information au niveau de la présidence de la République,
à travers notamment une couverture médiatique diversifiée de ces cérémonies qui se tiennent non seulement au palais, mais aussi en dehors du palais. Ces dernières années, la Guinée a fait des progrès en matière de liberté de la presse. Le rapport de Reporters sans frontières rendu public ce mercredi classe la Guinée à la 85e place sur 180 pays évalués à travers le monde. Le président de la transition, sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, met tout en œuvre depuis l'avènement du CNRD pour le maintien d'un environnement politique, d'un environnement propice pour préserver la liberté de la presse dans notre pays. Le journalisme occupe une place essentielle dans l'exercice de la liberté de la presse. Les exigences de responsabilité du journaliste sont des gages de crédibilité dans le traitement des informations. Il est généralement accepté que seule la préservation de l'ordre public, de la morale, de l'intégrité territoriale et le droit d'autrui peuvent être considérés comme limitatifs de la liberté du journaliste. Il lui revient d'assumer sa responsabilité en faisant respecter le principe du droit public à l'information. À date, il est important de signaler qu'aucun journaliste n'est ni emprisonné, ni condamné dans l'exercice de ses fonctions en République de Guinée. Je me réjouis de la célébration avec vous de la journée de la liberté de la presse dans cette salle, symbole de la liberté de notre pays. La liberté d'expression est bien la clé de voûte de toutes les libertés et de droits. Pour nous, célébrer une telle journée est sacré. Il est vrai que la trajectoire que notre histoire a connue est faite des courbes sinueuses, mais il faut reconnaître que depuis le 5 septembre 2021, une nouvelle page de l'histoire s'écrit en termes de respect des droits, de la justice et des libertés, dont celle de la presse. Depuis 2 ans, notre position au classement mondial de respect de la liberté de presse est nettement améliorée par rapport au passé. Le gouvernement est encore déterminé à faire plus d'efforts en termes de protection et de garantie de l'exercice libre de la profession de journaliste. Les progrès substantiels et les attentions des autorités de la transition auxquels certains viennent de faire référence sont, pour le président de la transition, le chef de l'État, le chef suprême des armées, une obligation. En ce qui concerne l'association des hommes de médias à des rôles de missions administratives en Guinée et à l'étranger, nous comptons en faire davantage afin de mieux porter la voix de la Guinée et défendre son image dans le monde entier. Si la Guinée fait figure de bon élève en matière de liberté de la presse, des efforts restent à faire pour la formation des professionnels de l'information, mais aussi pour garantir l'autonomie financière des médias en Guinée. Dans le même registre, le ministère de l'Information et de la Communication s'apprête à organiser la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication. Pour atteindre cet objectif, la ministre de tutelle et son homologue de l'enseignement supérieur effectuent un marathon dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. L'ISIC de Kountia et l'Institut Mori Kanté de Dubreka continuent les premières étapes de ce marathon. Mounir Bari pour en savoir plus. Le compte à rebours du concours sur la création de contenus est lancé. Cette année, le thème s'intitule « Informer et communiquer pour une refondation réussie ». Un projet présidentiel piloté par le ministère de l'Information et de la Communication qui viendra soutenir et alimenter la nouvelle chaîne de télévision thématique. Une chaîne consacrée aux questions de jeunesse,
entrepreneuriat, art et culture. C'est une belle occasion pour faire comprendre aux jeunes, les sensibiliser sur l'importance des métiers de l'information et de la communication en cette journée nationale du 3 mai. Donc c'est l'objectif un peu de notre visite pour qu'on puisse parler de ce projet présidentiel pour leur participation massive, mais également planter le décor sur la Cénamique qui sera célébrée du 23 au 27 mai pour justement les hommes de médias, par les hommes de médias. C'est une opportunité pour nous, la jeunesse guinéenne, parce qu'on se sent depuis bon moment, la jeunesse guinéenne n'était pas du tout intégrée dans ce genre de compétition et on ne connaissait pas ce que c'est même, c'est-à-dire ce genre de projet. Donc on a aimé, je suis entièrement prêt pour cette compétition. Le concours vise à préparer le jeune étudiant à ce projet. Des questions comme l'insertion socio-professionnelle des jeunes seront animées par les experts en audiovisuel. Nous sommes dans une campagne de sensibilisation et de proximité dans nos institutions d'enseignement supérieur. D'abord pour notre participation effective à la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication prévue du 23 au 27 mai prochain, mais également pour parler du concours présidentiel sur la nouvelle télé thématique qui concerne quand même la jeunesse, l'éducation et l'entrepreneuriat. Des sessions B2B sont prévues, histoire de permettre aux diplômés de décrocher de nouvelles opportunités d'emploi et d'insertion socio-professionnelle. Des prix seront également décernés pour encourager le mérite à l'occasion de la Semaine nationale du métier de l'information et de la communication. Ce mercredi, le chef du gouvernement a présidé la première assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. La session était consacrée au règlement intérieur et à l'adoption du budget pour l'exercice 2023. Les détails avec Adi Kamara. La première assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Les travaux sont axés essentiellement sur la présentation du rapport d'activité 2022, l'élaboration du plan d'action exercice 2023, l'analyse et l'adoption du budget de l'année en cours qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 107 milliards de francs guinéens. Le budget 2023, dont il est question à l'occasion de cette Assemblée générale dite budgétaire, n'est que la traduction chiffrée du plan d'action de cette même année de notre institution consulaire. Et nous pouvons vous assurer qu'il a pris en compte l'ensemble des préoccupations, tant des bureaux des antennes communales, préfectorales et des bureaux consulaires régionaux, mais également du bureau consulaire national, représentant l'ensemble des corporations sectorielles membres, sans oublier celle du secrétariat général de notre institution. Les défis à relever sont nombreux. C'est pourquoi cette institution consulaire compte l'accompagnement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers en vue de participer activement à l'amélioration des indicateurs de performance du pays. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de rappeler combien le cadre macroéconomique qui s'est institué depuis 2 ans s'est fortifié de l'avis des grandes institutions internationales et notamment des institutions de Bretton Woods, de saluer aussi les orientations privilégiées que vous avez données pour la transformation structurelle des modes de production et de consommation en Guinée, de la diversification des chaînes de valeur, notamment ces grands chantiers ne pouvant pleinement se réaliser que si le secteur privé, les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises, les artisans du pays, les commerçants apportent une contribution significative à cette transformation structurelle. Les 3 jours d'intenses activités devraient vous permettre de mettre en œuvre des initiatives devant aboutir à la formalisation de l'exercice commercial, au renforcement de la compétitivité des entreprises et des produits. Votre tutelle, qui est le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Le partenariat public-privé est une interaction qui devrait permettre de promouvoir et de soutenir les activités économiques du monde des affaires. Depuis 1 an,
un certain nombre d'actions appréciables ont certes été posées dans le cadre de la formation, de la dotation en équipement des préfectures et régions, ou encore l'implication du Bureau consulaire national dans le processus de stabilisation des prix des denrées de première nécessité. Le gouvernement vous dit merci et le gouvernement vous félicite pour ces actions. Cependant, connaissant la capacité d'impulsion de cette Chambre, la qualité des membres et votre potentiel, nous restons encore sur notre faim. La Chambre est encore cramponnée sur les centimes additionnels, sur les cotisations du TRIE et la participation de nos partenaires, ainsi que sur la collecte des frais des cartes consulaires. Pour les centimes additionnels, nous ferons tout, mon gouvernement mettra tout en place pour que ces centimes additionnels vous soient payés dans le temps nécessaire. Il est important de rappeler également les ententes du gouvernement envers votre institution consulaire. Il s'agit ici du renforcement des actions, y compris la construction des sièges des régions et préfectures et l'efficacité de votre institution consulaire sur le terrain. Également, la formalisation des propositions d'amélioration de l'environnement des affaires. Durant 3 jours, les élus consulaires venus des 33 préfectures du pays vont éplucher plusieurs sujets liés à la mobilisation des ressources financières, les modes de création d'emplois, l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités et la formalisation de l'exercice commercial en Guinée. Toute une dynamique qui participe à l'amélioration de la chaîne des valeurs et la transformation structurelle de notre économie. Dans l'actualité, l'Office national de contrôle de qualité poursuit sa mission d'inspection à Conakry pour le compte des communes de Matam et de Dixine. Un magasin rempli de produits périmés dont les dates de péremption sont falsifiées par un groupe d'Indiens a été retrouvé au quartier Koléa. L'Office a tout de suite procédé à une notification de saisie conservatoire et les fautifs ont été mis à la disposition de la justice. Abdul Karim Kamara, compte rendu. Après Kaloum, les supérettes et supermarchés de Matam et de Dixine sont aussi assujettis au contrôle de l'ONCQ. L'hygiène, la conservation, les dates d'expiration, ces agents ne laissent rien passer au hasard. Et tout d'un coup, cette vigilance permet de découvrir cet entrepôt de produits alimentaires appartenant à un groupe d'Indiens à Koléa. Ici, produits laitiers, jus, chocolat, alcool sont éparpillés à même le sol. À notre micro, ces importateurs se rejettent les responsabilités. Quand je vais partir, l'autre personne est là, c'est lui ici, il peut agir. Je vais pardonner pour tous les Guinéens, pour people aussi, personnes aussi, pour tous les Guinéens. Je pardonne. Qu'est-ce que je vais faire et je ne vais pas faire la prochaine fois. Et comme je vous ai dit, la quasi-totalité des produits qui sont là, on considère comme c'est des produits divers. Il y a les boissons, il y a les biscuits, il y a le lait, il y a d'autres produits, notamment les détergents et les produits cosmétiques. Après des heures de fouilles et de contrôle dans ce bazar, les agents de l'ONCQ trouvent que les dates de la quasi-totalité de ces produits sont arrivées à expiration. Les 80% sont expirés. Tous les produits laitiers que vous voyez, j'ai regardé les dates d'expiration, c'est des produits qui sont expirés. Donc on ne peut pas parler de conditions de conservation à ce niveau. C'est le lieu de remercier l'Office de contrôle qualité. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est interpeller les consommateurs à la vigilance. C'est une affaire de gros sous et de gros bonnets. Il y a des personnes derrière qui font du trafic et qui ne pensent pas vraiment aux consommateurs. Dans ce magasin, au-delà de la mauvaise conservation, ces produits alimentaires se retrouvent avec d'autres types de produits. Ces Indiens se servent aussi de ces machines pour apposer une nouvelle datation sur un produit périmé. Nous avons pris des machines dateurs avec eux parce qu'on les a pris en flagrant délit, en train de falsifier les dates des produits. Ils viennent non seulement changer des dates, les reconditionner et les prendre pour les mettre dans les supermarchés supérettes. Aidé par les agents de l'OCAD depuis la découverte de cet entrepôt, le NCQ a déjà procédé à une saisie conservatoire de ces marchandises. Quant aux Indiens, ils seront mis à la disposition des autorités judiciaires.
Et c'est parti pour la campagne de sensibilisation et d'information sur la formalisation des opérateurs économiques. C'est le marché Medina, centre des grandes affaires du pays, qui est visé par cette opération. Autre précision avec Algassimouba. Le marché de Medina, un grand centre de négoce. Ici, ils sont nombreux ces opérateurs économiques qui exercent le commerce. Un lieu propice pour les agents de la promotion des investissements privés pour effectuer une sensibilisation et donner des informations sur la formalisation des entreprises. Ceci pour mieux véhiculer les avantages par rapport à ce processus. On n'attend plus que les opérateurs viennent dans nos bureaux. Déjà, en termes d'avantages, c'est déjà d'être identifié, gagner des années d'expérience, parce que quand on est dans l'informel, malheureusement, on ne peut pas justifier d'expérience. Donc, les documents qui permettent de formaliser permettent de dire ça fait 5 ans, 10 ans que je travaille comme entrepreneur. Et au-delà de ça, c'est aussi l'accès à des formations, l'accès à des programmes que l'APIP lance, mais d'autres aussi partenaires, soit du ministère ou en tout cas des structures publiques et aussi des partenaires techniques et financiers lancent des programmes de financement, mais aussi l'accès juste, les mises en relation avec le secteur bancaire, les institutions de microfinance pour justement développer encore mieux leur activité en termes de formalisation. La formalisation ouvre aux entreprises la voie du financement, des services et des technologies d'appui et les rend moins exposés aux sanctions de l'État. D'où la nécessité d'amener les opérateurs économiques à se formaliser. On ne peut pas grandir si on n'est pas formel. Si vous n'êtes pas un homme avec les fiscs, vous ne pouvez pas soumettre à des marchés. Vous ne pouvez pas faire des soumissions. Donc nous les invitons à se formaliser. L'objectif justement de cette campagne est qu'au minimum 800 entreprises soient formalisées à la fin de cette campagne, ce qui ferait déjà un nombre très consistant. C'est vraiment une démarche significative et importante pour le ministère, à saluer et à féliciter. Cette opération de formalisation initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME est mise en exécution par l'Agence de promotion des investissements privés, une structure étatique qui œuvre aussi à la facilitation de la création des entreprises à tous les niveaux. Par ailleurs, les sociétés minières sont mises en demeure pour le dépôt de leur état financier. C'était en faveur d'une rencontre portant sur l'application de l'article 187 du Code minier entre les autorités du département des mines et responsables des sociétés minières. Maïmouna Bella Diallo, explication. Le 30 avril de chaque année est la date indiquée par les autorités du ministère des Mines et de la Géologie pour le dépôt des états financiers des entreprises minières évoluant en Guinée. Mais à ce jour, sur 512 compagnies minières, seules 300 ont honoré leur engagement. Pourtant, ce document est d'une importance capitale pour l'État guinéen. Ils veulent faire de l'argent. Ils veulent faire des bénéfices par rapport aux investissements qu'ils font. Et l'État veut savoir effectivement quels sont les bénéfices qu'ils font, parce que c'est à travers ces bénéfices qu'on va avoir les impôts sur les sociétés. Donc si on n'a aucune visibilité sur les états financiers, nous ne pouvons pas savoir effectivement qu'est-ce que l'État doit apercevoir à travers ces compagnies. Cette rencontre réunit des cadres des ministères des Mines, de l'économie et du budget. Des cadres qui restent catégoriques en ce qui concerne l'application de l'article 187 du Code minier. La loi en la matière est très claire. Lorsque les états financiers ne sont pas déposés dans les délais, nous procédons à une taxation d'office. C'est-à-dire que nous déterminons, nous évaluons ce que pourrait être leur résultat et nous leur imposons de payer. Et c'est pour éviter d'arriver à ces extrêmes, justement, que le ministère des Mines, en rapport avec le ministère du Budget, il faut saluer le leadership, monsieur le ministre des Mines et monsieur le ministre du Budget. Et nous avons trouvé un moment moratoire et il faut d'abord accorder un temps et à partir de juin, donc essayer de faire une lettre de rappel et afin que les gens encore essaient de déposer toujours leurs états financiers. Et au-delà maintenant de juin et à partir de septembre, et le ministre des Mines va essayer de faire une mise à demeure à ces sociétés. Déjà, pour leur faciliter la tâche, le département des Mines a créé un site où ils pourront envoyer leur état financier sans se déplacer. Celui qui faillira à la loi se verra retirer son titre minier. Les autorités comptent également aller à l'encontre des sociétés minières qui font souvent recours à des cabinets non certifiés.
À présent, ce décret qui vient de nous parvenir de la présidence de la République. Décret dès 2023 110 PRG CNRD SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la coordination nationale du branding Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, disposition générale, article 1er. Il est créé sous l'autorité du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République la coordination nationale du branding Guinée, en abrégé Branding Guinée. La coordination nationale du branding Guinée est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Chapitre 2, mission et attribution. Article 2. La coordination nationale du branding Guinée a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des activités liées à la promotion, à la protection et à la valorisation de la marque Guinée et de sa notoriété. À ce titre, elle est particulièrement chargée de définir et mettre en œuvre les stratégies pour construire la marque pays et promouvoir la destination Guinée, appuyer les campagnes de communication en Guinée et à l'international, appuyer les représentants diplomatiques guinéennes pour la promotion de l'image pays et de la destination Guinée, protéger sur le plan national et international la marque déposée du branding Guinée, participer à la collecte et à la mise en lumière des réussites phares et acquis des départements ministériels et institutions de l'État, contribuer à identifier et à vulgariser auprès des populations les spécificités de la Guinée, participer à la définition de la politique de l'image de marque de la Guinée et à l'encadrement des modalités d'utilisation de la marque Guinée, contribuer à améliorer la réputation de la Guinée, réputation de la Guinée, assister les différents acteurs représentant la Guinée dans leur discours. Donc je reprends, contribuer à améliorer la réputation de la Guinée, assister les différents acteurs représentant la Guinée dans leur discours, appuyer à l'élaboration et à la promotion de l'agenda des événements phares en Guinée, appuyer et accompagner les événements qui s'inscrivent dans la promotion de la Guinée en collaboration avec les services et départements ministériels concernés, contribuer à la protection de l'image du chef de l'État, des membres du gouvernement, des institutions républicaines et des symboles de la République, favoriser la construction d'un narratif nouveau sur la Guinée sur le plan national et international, renforcer l'identité nationale autour de la marque Guinée, participer à la promotion de la Guinée à travers les Guinéens qui font preuve d'excellence sur le plan national et international, appuyer la labellisation de produits phares d'origine guinéenne, appuyer en collaboration avec les départements concernés l'inscription d'éléments matériels et immatériels guinéens au patrimoine universel de l'UNESCO, contribuer en collaboration avec les départements et services concernés à la promotion du contenu local, participer à la valorisation, la promotion et à l'exportation du savoir-faire guinéen, mobiliser les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la mise en œuvre du branding national, faciliter la collaboration entre les parties prenantes pour l'atteinte des objectifs du branding national. Disposition finale, article 18. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 mai 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. L'actualité, c'est aussi la visite des écoles de Conakry par des ministres étrangers. Cela fait suite aux réformes engagées dans le domaine de l'éducation depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. À sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces ministres venus du Mali et de la Centrafrique s'inspirent des approches du gouvernement actuel pour qualifier le système d'enseignement. Kerno Ousmane Ba, Abdul Aziz Bade. Au-delà des frontières du pays, les échos des réformes engagées pour revaloriser l'enseignement technique depuis une année retentissent. Depuis 48 heures, la ministre malienne et le ministre centrafricain de l'Éducation sont à Conakry pour s'inspirer du modèle guinéen de développement de la formation professionnelle et plus globalement de l'éducation. Au CFP Donka, ils découvrent les changements apportés avec la matérialisation du concept chantier-école qui a mis les apprenants au cœur de la reconstruction de leur établissement. Ce que nous visitons
aujourd'hui va constituer un cas d'école au niveau de l'Afrique, bien entendu. En ce sens que l'expérience a montré que ceux qui sont sollicités pour construire un bâtiment, ils sont le plus aptes à le protéger. Et c'est l'occasion de féliciter le ministre de l'enseignement technique et professionnel de Guinée d'avoir initié cette idée-là. Nos bâtiments d'enseignement technique et professionnel au Mali sont aussi des bâtiments hérités de l'ère coloniale. Et l'expérience que nous avons vécue ce matin en appelle à notre propre implication. Et ça nous demande d'être des leaders comme le ministre de l'enseignement technique et professionnel de Guinée. Avec le chantier école, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a réussi à faire d'importantes économies tout en offrant un espace d'apprentissage pratique aux apprenants qui, en fin de compte, se forment en construisant leur école. Nous sommes heureux de partager à la fois le processus de mise en place de ce projet avec les collègues du Mali et de la Centrafrique, mais aussi de voir comment on peut systématiquement utiliser au moins 30% du budget national qui est consacré à la construction des écoles sur une approche anti-école. Cela va permettre à l'État d'épargner beaucoup d'argent parce qu'ici, par exemple, nous avons fait économiser à l'État environ 1,6 million de dollars, ce qui est pas du tout négligeable, ça peut construire notre école. Et si on systématise cela pour les 3 départements de l'éducation, je pense qu'on peut économiser beaucoup d'argent par an. Autrefois, quand on fréquentait les écoles enseignement technique, on remarquait que les élèves n'étaient pas attirés, mais aujourd'hui, la tendance a changé. Aujourd'hui, cette question de passerelle entre l'enseignement technique, l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement supérieur, ça vient résoudre un sérieux problème. Nous, ça nous aide beaucoup, on est très contents. La ministre malienne et le ministre centrafricain de l'Éducation ont également visité l'école primaire Bari Diawadou, où est installée la Smart School qui permet aux parents de s'assurer à distance de la présence de leurs enfants à l'école. À l'INRAP, ils ont visité la radio scolaire et découvert tout le dispositif de sécurisation des diplômes du bac. Dernière étape de cette tournée, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel de Matoto, une école rénovée et où de grandes ambitions sont nourries pour la formation des formateurs des écoles professionnelles. Troisième grand titre de cette édition, ouverture ce mercredi à Lomé de la conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, une rencontre à l'initiative du président Faure Gnassingbé pour fédérer les États du continent autour d'un idéal commun. Notre pays, la Guinée, prend part à la rencontre et l'engagement des autorités de la transition a été relevé par les participants. Makeme Donzo. Une dynamique nouvelle est en train de naître sur le continent. Le retour de nouveaux leaders, de plus en plus portés sur le panafricanisme, est décidé à redonner à l'Afrique sa position héritée du combat des pères fondateurs. Parmi eux, le président Ahmed Sékou Touré, cité en bon exemple par les chefs des différentes délégations. Ce qui met la Guinée au devant de la scène lors de cette première conférence ministérielle. En prenant la parole, le chef de la diplomatie guinéenne se félicite de voir que l'Afrique peut compter sur 2 leviers importants, sa jeunesse et sa richesse. Nous sommes ici avec plusieurs pays africains pour parler de l'alliance politique africaine. Comment est-ce que l'Afrique peut se donner la main réellement, j'insiste sur le mot réellement, pour pouvoir faire face aux grands défis qui sont aujourd'hui les défis de développement et des défis sécuritaires dans le monde. Donc voilà, on est là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique a 2 atouts. Nous avons d'abord les ressources humaines qui sont là. C'est une population jeune, dynamique, instruite, et puis qui fait face au monde. Et il y a aussi les ressources naturelles que l'Afrique a. En lançant cette nouvelle plateforme politique, le Togo veut susciter le débat du retour en force du panafricanisme, deuxième thématique de la rencontre. Autre plateforme saluée ici, c'est la dynamique Guinée-Mali-Burkina, un bel exemple de panafricanisme qui a inspiré la mise en place de cette alliance politique africaine. L'unité politique du continent reste l'horizon politique futur, inévitable de l'Afrique dans un contexte historique où la dynamique est au grand regroupement régionaux continentaux.
Les ministres ont convenu de la pertinence d'aller vers la formalisation de l'alliance politique africaine qui servira de façon périodique à leur pays de cadre de concertation, de dialogue politique et d'action commune fondés sur les liens historiques et de fraternité et les principes d'égalité souveraine des États. Le panafricanisme, une image que la Guinée inspire depuis plus de 60 ans et qui est louée au cours de cette conférence par l'ensemble des participants. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, est le produit d'un pays qui est à la base du panafricanisme. La Guinée est à la base du panafricanisme. Et notre président est un panafricaniste convaincu. Donc, un appel à l'union, au resserrement de l'union, de l'unité au sein de l'Afrique est toujours un appel qui fait écho chez lui. La lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix, le renforcement de la coopération ont aussi été abordés au cours de cette rencontre. Les différentes contributions ont été recueillies et feront l'objet d'analyses pour une mise en pratique rapide. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.